tous bien. Je remercie également M. Niang pour m'avoir donné cette opportunité de présenter un peu Air Shiny. On va diviser la session en deux parties. En ce qui concerne Air Shiny, la première partie consistera tout simplement à prendre quelques informations sur Air Shiny, c'est quoi exactement, quels sont les principes, comment ça fonctionne. Et également, on va découvrir toutes les fonctionnalités, qu'est-ce qu'il faut mettre dans quelle partie et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans telle partie. Également, la deuxième partie va constater uniquement comment déployer une application. Également, les deux parties sont étroitement liées. La deuxième partie, après avoir fait l'application, comment déployer ça sur le net, comment déployer ça avec les amis, les collègues, et ainsi de suite. Donc, je vais commencer directement par le paquet Air Shiny. C'est quoi exactement? Il faut savoir que le paquet Air Shiny, c'est tout simplement un paquet open source sur Air qui permet de développer des applications web. Même si vous n'avez pas de notion sur la programmation HTML, CSS, mais bon, si vous avez, c'est également important, c'est bien, ça permet d'améliorer. Mais même si vous n'avez pas de compétences en HTML, en CSS, vous pouvez utiliser le paquet Shiny pour pouvoir déployer vos applications web. Et on peut également interagir entre le CSS et le paquet Shiny. Donc, on va un peu démarrer. Je vais partager mon écran. Voir quelques exemples d'applications web. Je vais d'abord commencer par partager ce que nous avons développé, le paquet que nous avons développé avec le CIRAD ensemble lors de mon stage. Bon, présentement, nous continuons toujours à faire la deuxième mise à jour du paquet. Donc, le paquet a été développé par Shiny. Donc, comment ça se passe, comment le paquet est déployé. Et je partage l'écran. Alors. Wow. Hey, Joe. C'était reparti encore. Donc, on va patienter un peu pour que, on est à 11, pour que les gens viennent. Je pense qu'on a 16, on va démarrer. Là, je reviens au niveau du code. Le code, celui qui me demandait comment l'explication des paramètres. Input ID, ces paramètres permettent de donner l'identifiant de notre champ de saisie ici. Dans la partie serveur, on aura besoin de traiter l'information qui sera ici. Il faut un identifiant. Input ID, c'est tout simplement pour prendre l'identifiant. Champ de saisie, c'est tout simplement le label. Si vous voulez, vous pouvez écrire label égal champ de saisie, et value, la valeur par défaut. Soit si vous voulez faire une application, vous voulez prendre cette valeur-là pour faire un traitement donné. Donc, pour nous, la partie UI, c'est mieux de mettre une valeur par défaut. Ce n'est pas obligé. Souvent, quand c'est une liste, ça prend directement la première valeur de choice. Donc, on arrivera à ce niveau. Donc, value, vous mettez ça. Ce n'est pas uniquement ces trois paramètres. Il y en a plusieurs, mais les paramètres qui sont vraiment, qu'il faut mettre nécessaires sont ces paramètres-là. Il y en a d'autres, puis la taille, vous pouvez préciser la taille, par exemple. Votre numéro input doit prendre combien. Le minimum, le maximum, vous pouvez directement préciser. Même si je peux lui dire que le minimum, le minimum, c'est 10.
le maximum, c'est 20. À ce moment-là, il faut revoir la valeur. La valeur par défaut, il faut mettre ça à ce niveau-là. Il faut mettre ça à la valeur par défaut, mettez 10. Donc, on va exécuter ça, cette partie-là, et puis bon, on reviendra continuer comme M. Nyang l'a dit. Continuer à voir quels sont les différents inputs qu'on peut avoir et comment faire ce traitement au niveau du serveur. On va faire deux exemples. Dans l'input, qu'est-ce qu'il faut mettre et dans le serveur, qu'est-ce qu'il faut mettre. Et on continuera à faire le reste du truc sans exécuter. Donc, je vais exécuter ici pour voir la sortie. Donc, partez là, run up, faites run up. Et l'application sort. Donc, ici, je vais repartager l'écran là où l'application est sortie là. Voilà. C'est lui qui demandait, voici, vous voyez, j'ai les menus dans ID1, ID2, ID tab, ainsi de suite. Et j'ai dit, vous voyez, champ de saisie. J'ai dit la valeur par défaut, c'est 10. Ici, ça va jusqu'à 20. Vous voyez, je ne peux pas dépasser 20. J'ai dit que le minimum, c'est 10 et le maximum, c'est 5. Donc ici, vous voyez, c'est comme un menu de roulant. Et l'utilisateur peut enlever, il saisit. Vous ne pouvez pas saisir. Si vous saisissez 50, arrivé le traitement, ça veut dire que ça ne peut pas continuer 50 au niveau du serveur parce qu'on a dit que le maximum, c'est comment on appelle, c'est 20. Donc ici, j'ai juste mis le 50 pour tester parce qu'on n'a pas encore appelé le serveur. Donc ici, ça peut être comme menu de roulant ou il saisit ça ici. Donc champ de saisie, l'utilisateur peut saisir. La valeur par vous avez 10, 13, ainsi de suite. Là, ici, c'est bon. Maintenant, je vais faire comment on peut traiter ça au niveau du serveur avec cet exemple et on continuera avec les autres inputs sans exécuter maintenant. Là, je reviens au niveau du code. Donc ici, le code, oui, le code, je pense que c'est bon. OK. Donc, ici, je veux qu'il m'affiche, par exemple, quand l'utilisateur saisit un input donné, je veux qu'on me sorte un histogramme qui va prendre un peu cet identifiant. C'est l'identifiant qui est ID numérique ici. Donc, et il m'affiche un graphique. Donc, pour faire les graphiques ici, dans le UI, le paramètre qui prend les graphiques, c'est le plot output. Qu'est-ce que je fais? Dans le plot output, ça va venir plot output. Ça, c'est pour me dire que sors-moi un graphique. Ces graphiques-là. Et dans le serveur, je vais dire que c'est quel type de graphique. Je mets la fonction du graphique là-bas, c'est un ggplot2 ou n'importe quelle fonction qui permet tout de sortir un graphique. Et je mets l'identifiant ici. Et ce plot input, je vais mettre histogramme, histo. Et je viens au niveau du serveur. Au niveau du serveur, je vais travailler avec histo, cette partie-là. Et comme c'est un plot output, on va parcourir un peu les. Donc, je viens dans le serveur, je lui dis OK. Il y a un paramètre qu'il faut connaître ici, output. Vous voulez sortir quoi exactement? J'ai fait l'output $. Je dis que ici, j'ai fait appel au output qui est défini en haut, qui est histogramme. Donc ici, je mets histo. Ici, ne vous trompez jamais. Si vous mettez autre identifiant ici, ça ne va pas travailler parce que voilà, l'identifiant ne correspond pas. Donc histo, et ce qui doit sortir, c'est un render plot. Ici, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement un render plot. Et alors, on viendra sur les correspondants. Quand c'est un plot output, ce qui correspond, c'est un render plot. Donc, je fais render plot. Ce render plot ici, il est là. C'est une fonction. Donc, qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit sortir un histogramme. Donc, de manière très simple, donc avec la fonction is du paquet base, donc is, bon, paquet graphique is. Et je dis quoi? Donc, génère-moi, fais-moi un R norm ici, rapidement, facile. Donc, R norm. Et je mets un input. Je mets l'identifiant. Input ici. Je reviens l'input qui est là. Je viens prendre input qui est là, ID. C'est quand l'utilisateur va saisir n'importe quelle valeur ici. Fais-moi, voilà, génère-moi aléatoirement des nombres et puis construis-moi une sourabe. Donc, je vais ici, input. Il faut mettre ce ID là. Si vous mettez un autre ID, ça ne va pas marcher. Donc, je viens, je dis OK, mets-moi ici là. Output, c'était ID. De manière très simple, ça va fonctionner comme ça, mais bon, au fur et à mesure qu'on va améliorer, quand l'utilisateur va changer, il faut que ça retravaille, et ainsi de suite. Donc, je le fais, vous allez voir la partie serveur. Quand l'utilisateur va choisir, qu'est-ce qui sort? Voilà, vous voyez l'écran?
Donc, il a choisi 10. Donc, il fait aléatoirement des nombres. Il fait l'histogramme. Donc, ça, c'est le serveur qui fait ça. Mais dans le output, vous allez dire que réserve-moi un champ, voilà, un truc pour l'output et l'identifiant. Dans le serveur, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel type de graphique il faut saisir? Vous voyez? Donc, le serveur, lui, va faire le code et derrière. Le UI va tout simplement donner l'interface de l'utilisateur. Donc, ici, quand on va venir mettre 50, ouais, bon, 50, vous voyez, ça change. Bon, 50 ici, bon, il fallait mettre un code ici, là, pour contrôler cette valeur. Donc, ici, je mets 5. Ça allait faire le graphique de manière aléatoire. Donc, ici, il y aura une erreur, c'est-à-dire que c'est vite. Donc, ici, pour lier avec le serveur, il faut mettre une condition. Si c'est vite, voilà, affiche-moi telle erreur. Vous contrôlez vos erreurs. Mais ici, je mets 5, il fait, je mets 6, il refait, ainsi de suite. Donc, derrière ça, c'est le serveur qui fait ça. Un code R, tout simplement, qui permet de faire ça. Et le UI, vous avez le UI. Donc, je vais d'abord faire on va faire les différentes. Si vous voulez afficher une table dans le UI, quel est son correspondant sur le serveur, on va faire ça. Après, on viendra rentrer à l'intérieur au fur et à mesure pour avancer. Donc, on revient au niveau du code R. Donc là, ici, je vais ici quelques exemples, bon, quelques exemples de correspondance ici. Donc ici, si vous voulez afficher une table, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le input et qu'est-ce qui son correspondant dans le serveur? Donc ici, si on veut afficher une table, donc dans le UI, ce qu'il faut mettre dans le UI, c'est quoi? Le UI, il faut tout simplement mettre, bon, ce qu'il faut mettre dans le UI d'abord. Si c'est une table, dans le UI, il faut mettre un data. Je reviens là, un data, un data, table, output. Donc, son correspondant dans le UI, c'est data table output. Et son correspondant dans le serveur, c'est tout simplement, c'est-à-dire que dans le serveur, là où j'avais mis le égal, vous venez là. Dans le serveur, c'est, vous pouvez utiliser le paquet DT. Là, c'est render data table. Oui. Donc, si dans l'utilisateur, vous mettez data table et vous mettez l'identifiant, ici l'identifiant ici, ID, identifiant. Dans le serveur, il faut mettre render data table et vous allez lui dire maintenant ce qu'il faut faire en bas. C'est la table là, quelles sont affichées, quelles variables, ainsi de suite là-bas. Donc ici, si vous avez un data table output dans l'utilisateur, son correspondant c'est data render table. Ça, c'est si on veut afficher une table. Si on veut afficher une image, donc, dans l'output, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut tout simplement mettre image output. Là, ici, on va mettre simplement image output. Vous voyez? Image output. Et là, vous allez dire identifiant également. Vous précisez l'identifiant là-bas. Je mets par exemple image qu'on veut afficher, qui est l'identifiant. Et dans le serveur, ici, je mets UI. Ça, c'est la partie UI. Ça, c'est la partie serveur. Et ici, vous prenez là la partie UI. Qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas? UI, il faut mettre image output. Et dans la partie serveur, il faut tout simplement mettre render image. Donc là, ici, render. Un texte. Un champ pour prendre un texte. Donc ici, dans la partie UI,
Bon, moi, j'utilise Verba, c'est Verbatim, text output. Dans la partie UI, c'est ce qu'il faut mettre. Dites Verbatim text output. Ça permet bien d'écrire le texte et identifiant le texte à afficher, son identifiant. Et dans la partie serveur, je mets ça dans la partie serveur, ça fonctionne avec render print. Render print. Si vous vous trompez, vous prenez un output, un plot output et l'identifiant qui correspond dans le serveur, vous mettez un print. Ça vous signaler une erreur, ça va pas bosser. C'est normal. Dès qu'il est, ça va ensemble entre le UI et le serveur. Qu'est-ce que vous voulez afficher dans le serveur et qu'est-ce que vous voulez afficher dans le UI? Vous précisez là-bas et le serveur tient compte avec la fonction qui est définie là-bas, l'identifiant va aller au nom de UI, il dit OK. Il dit quand on clique ici, il faut faire ça. Donc, Verbatim text output fonctionne avec render print dans le serveur. Et si on veut afficher encore, bon, text output, ça peut, il y en a deux, hein, pour faire les text output. Il y a text output qui existe également. Donc, si on veut également text output, utiliser du texte encore, du texte. Donc, dans la partie U, il y a text output. Text output, voilà. Et l'autre côté, c'est, si vous mettez le text output, ça ne sera pas render print, mais ça sera render texte dans la partie serveur. Si vous utilisez ça, c'est, vous mettez ici render texte. Voilà, render texte. Render table ici, bon, j'ai utilisé le paquet du table de l'autre paquet, d'un paquet ici. Donc, si vous mettez ça. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez décider d'afficher plusieurs trucs, comme de HTML et un UI output qui contient beaucoup de choses. Donc, bon, ça d'habitude, vous utilisez un UI output. Et UI output, à ce moment, dans le serveur, vous allez mettre un render UI. Donc ici, je ne sais pas, on peut décider de mettre, si on décide. On décide de mettre, par exemple, plusieurs outputs. On décide de mettre plusieurs outputs. Plusieurs outputs ici. Vous pouvez faire ça ici. Ça, c'est dans la partie UI. Vous mettez UI output. Voilà, UI output. Et là, ID, identifiant. Et dans le serveur, c'est un render UI. Voilà, render UI. Ça veut dire que ça marche comme ça, 2 à 2, pas en paire. UI correspondant au serveur, c'est là. Donc ici, vous allez vous entraîner avec ce qu'on veut. Il y en a tellement. Mais bon, je pense que quand vous voulez faire une application, vous avez besoin d'une image, afficher une table, le texte. Vous voulez afficher du texte. Si on veut afficher du texte, on peut gérer ça directement dans le... C'est-à-dire que c'est comme une indication. Si vous voulez faire une indication, vous pouvez directement... Si on veut, par exemple, faire une indication, si on veut... une indication là, sous forme de texte. Ça peut se faire par H. Et vous faites H et vous mettez le texte. Ça peut se faire par P. Vous faites ça et vous mettez le texte. Vous voyez? Ça, on n'a pas besoin de le serveur pour lui dire. C'est-à-dire que par défaut, c'est un texte qui ne sera pas changeable. C'est-à-dire que vous avez dit que à ce niveau-là, affiche-moi telle information. Par exemple, je peux venir ici. À ce moment, il faut pouvoir exécuter, j'amène slash under table, quelques exemples de dépendances. Je colle ça rapidement là ici. On va exécuter ici. Par exemple, si on veut préciser quelque chose ici. Voilà, par exemple, ce texte permet à l'utilisateur d'afficher, de saisir une valeur. Si vous voulez mettre ça sous forme de texte, qu'est-ce que je vais faire?
J'enlève ça. Je lui dis OK. P, en parenthèse, je mets les cotes et je ferme ici. Je fais comme ça. Et je mets la virgule. Ce texte sera un texte qui ne sera pas changeable. On va dire permettre à l'utilisateur de saisir. Là, ici, je reviens. Et ce texte, vous pouvez l'habiller. Vous pouvez faire des couleurs. Si vous voulez, si vous voulez. Vous voyez, je partage la partie concernée. Là, vous voyez le texte que j'ai affiché en haut permet à l'utilisateur de saisir des valeurs numériques. Donc, c'est tout simplement des trucs comme ça. Il faut... La partie qui est importante, c'est de connaître d'abord quels sont les liens entre l'utilisateur et le serveur. Si vous voulez, je vais afficher telle information dans le UI, son correspondant à serveur. Ça, il faut, si vous voulez faire du Shiny, faites l'effort de quand même maîtriser ces parties. Donc, on va venir au niveau de ce qu'on a fait là, essayer un peu d'améliorer les graphiques, d'améliorer un peu les différentes saisies. Donc, ça, c'était bon. Une petite partie liaison entre le serveur et l'utilisateur. Donc, si je reviens, ici, on a fait un exemple de numérique input. Je vais mettre au fur et à mesure, on va mettre les commentaires. Donc, ici, la deuxième partie, si je veux, par exemple, après du texte, faire, par exemple, que l'utilisateur puisse mettre un champ à choix multiple. Un champ à choix multiple, bon, il y en a tellement ici. Soit on fait un select input. C'est-à-dire qu'ici, on va lui dire de faire un select input. Select input. Là, je vais mettre le commentaire en haut pour que vous suivez. Ou bien, je reviens mettre le contenu ici. C'est mieux là. J'enlève cette partie-là. On va mettre ça au nom du. Voilà, ici, j'enlève le UI et je mets ça ici. Donc ici, qu'est-ce que je vais lui dire? Je dis, voilà, commentaire ici permet de mettre un champ à choix multiple. Un champ à choix multiple. Donc, pour mettre un champ à choix multiple, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est select input. Dans le select input, il y a également input ID, identifiant. On va lui dire, par exemple, choix. Ça, c'est l'identifiant. C'est qu'au niveau du serveur, s'il veut travailler avec une valeur qui se trouve dans ces choix, il doit faire select ces choix-là. Et je vais dire ici, les choices. Si c'est un choix multiple. Quelles sont les valeurs que je peux lui permettre de la liste des valeurs qu'il faut utiliser. Donc, j'ajoute ça avec choice. Je pense qu'il y a S. Choice, c'est une liste. Maintenant, si ça peut être les noms des variables, par exemple, si vous manipulez une base, vous pouvez dire que dans ces choix, affiche-moi uniquement les noms des variables. Si c'est les noms des variables, bon, pour que ce soit les noms des variables, donc ici, par exemple, si on avait une base, si je mets de mettre names, en parenthèse, l'objet qui a la variable, là, obj. Donc, l'objet qui a la variable. Donc, ici, les choix, là, sera tout simplement les choix. C'est les noms des variables. Mais ici, bon, nous allons mettre tout simplement, quand nous allons faire la deuxième, c'est l'application, donc on va préparer une base pour tout faire en même temps. Mais ici, on va voir quels sont les différents trucs qu'il faut. Donc, ici, c'est quoi? Je mets choix 1. Ça, c'est la liste. Donc, je mets choix 1. Choix 2. Voilà, ainsi de suite. Donc, j'ai oublié de mettre le label. Dans le label, je mets, voilà, choix multiple. Bon, choix multiple, hein, parce qu'après, je vais mettre un multiple. Je vais ajouter la partie multiple égale à true. Parce que là, il y a choix multiple et puis choix unique qui diffère. Donc, ici, je vais mettre choix multiple. Choix multiple. Et là, il y a un paramètre. Pour que ce soit choix multiple, il y a un paramètre. Donc, ici, virgule. Un paramètre qui est multiple. C'est un choix multiple. Le paramètre, c'est un multiple.
multiple, ça multiple, égale à true. Voilà. Là, ce sera un choix multiple. Maintenant, si vous ne voulez pas faire du QCM, ce n'est pas un choix multiple, c'est pas un champ. J'espère que j'ai bien mis le truc. Hein. Voilà. OK. Je vais faire encore. OK, c'est bon. Input ID, select. Ah, OK. Enlever ça. OK, là, c'est bon. Ici, je peux mettre label. Ah, label égale choix multiple. Choice égale choix 1, choix 2. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Multiple égale true. Donc ici, ça, c'est un choix multiple. Vous pouvez faire la même chose lorsque ce n'est pas un QCM. Si ce n'est pas un QCM, c'est tout simplement, on choisit, on ne peut pas choisir plusieurs valeurs. Alors, ce n'est pas compliqué. Vous reprenez la même chose. Donc ici, permet. Voilà, je saisis ça là. Si vous voulez faire, par exemple, je vais permettre ici de mettre un champ. Un choix unique. C'est-à-dire que les modalités ici, vous ne pouvez pas choisir plusieurs valeurs. Donc ici, c'est la même chose que le. C'est toute la même fonction select input. Select input. First select input. Input ID. Vous donnez l'identifiant ici. Là, je vais mettre choix unique. Choix unique. Label. Label, je lui dis choix unique. Et les choix, c'est quoi il faut mettre? Choix. Ici aussi, je pense que vous pouvez mettre la partie variable par la valeur par défaut. Bon, d'habitude, si c'est un choix multiple ou un choix unique, c'est la première modalité qui va venir en haut, ce sera la valeur par défaut. Donc, dans le votre serveur, si vous devez faire des traitements également, donc vous allez dans le choix ici, je peux dire OK, choix 1. Et là, vous mettez les choix, c'était les noms des variables, vous mettez names, l'objet qui contient la base. Donc ici, on aura quoi? Choix 1. Vous sortez, vous mettez choix 2. Choix 2. Et là, vous précisez que multiple. Là, vous précisez que multiple. Multiple égale false. Là, ce sera un choix unique. Donc ici, on a fait comment, on sait comment on peut mettre une valeur numérique et afficher le graphique plot output. Ici, on sait comment on peut mettre choix multiple. On sait également, on peut, à l'intérieur, on peut décider de mettre, par exemple, qu'est-ce qu'il y a encore? Si c'est slider bar, par exemple, des valeurs sur un intervalle donné. Donc ici, ça se fait par slider bar, slider input du moins. Donc ici, vous venez là, on va ajouter ça au niveau du troisième. Ici, content, j'enlève le content. Et je descends. Ici, je vais permettre de mettre des valeurs. Ici, permettre des valeurs dans un intervalle. Souvent, on a besoin de ça dans un intervalle. Donc, ça se fait par slider, voilà, slider input. Et vous mettez l'identifiant. Là, ici, on va mettre slider. Vous mettez l'identifiant, bon, on peut mettre input ID. Hein. Input ID. Voilà, input ID égale slider, ça c'est l'identifiant. Et voilà, vous pouvez mettre le minimum, le maximum, label. Dans label, on va dire quoi? Label, on va lui dire intervalle, valeur en intervalle, juste comme ça, valeur en intervalle. Et là, vous avancez.
Maintenant, j'ai mis voilà, le minimum. Puisque c'est, on veut prendre des valeurs dans cet intervalle-là. On va lui dire que le minimum, c'est là, et le maximum, c'est là. Donc, on va dire qu'on lui dit le min. Voilà, dans cet intervalle, je vais dire les valeurs qui seront là-bas, c'est de 5. Le maximum, je lui dis qu'il va à 20. Et si on veut la valeur par défaut, value. Value. Donc, il va ici, si on met value, on donne une valeur de 5 à truc. Donc, si je mets 7, qu'est-ce qu'il va faire? À l'intervalle, il va me sélectionner de 5 à 7. Vous voyez? Et moi, après, dans la partie service, je fais un traitement avec les valeurs de l'intervalle, le minimum et le maximum pour faire un truc. Donc, c'est à moi maintenant de prendre ces valeurs. Je dis que bon, dans l'identifiant qui est slider, prends-moi le max. Prends-moi la valeur qui est là-bas et je peux faire le travail à partir de ça. Donc, on a déjà fait les valeurs par intervalle slider input. On peut également mettre des données. On peut prendre des dates. Les dates, je pense que c'est toujours date input. Donc, ici, si on veut mettre des dates, donc je fais la même chose. Je viens là, je vais mettre des dates. Mettre des dates. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement mettre, dire c'est date input. Vous voyez? Date input. Et je mets ici l'identifiant. L'identifiant, c'est date. Et dans la partie serveur, alors, je sais que je vais utiliser date pour faire la valeur qui va afficher là-bas, c'est date. Mais si vous mettez date input, il y a input label, toujours les input label. Par défaut, ça c'est input label. C'est input ID du moins, input ID. Input ID. Donc, dans le input ID, donc on a label, value, min, max. Bon, ici, vous laissez ça le calendrier. Souvent, bon, dans la partie date input, il y a le langage. Le langage, c'est le calendrier français, bon, par défaut, c'est en anglais. Donc, ici, date input, on va mettre la date du calendrier ici. Label, c'est précis, label là. Label, je mets date à saisir. Là, j'ai fait ça, date à saisir. Et je peux lui dire que voilà, je peux lui donner aussi un intervalle de date ici. Il dit que le minimum, c'est telle date, le maximum, c'est telle date. Ou start, end, fou. Bon, ça va juste amener un calendrier. Donc ici, bon, je ne vais pas trop mettre de paramètres. Je peux encore ajouter, bon, date input. Il y a d'autres qui mettent date range input. C'est-à-dire que pour mettre l'intervalle en même temps. S'il ne veut pas mettre des min-max, on peut même utiliser date range table. Date range input. Et voilà, ça va faire. Donc, on va continuer toujours. Si on veut mettre, on a déjà fait le mot de vie. Le mot de passe, c'est toujours password. Si vous voulez donner un champ qui peut mettre un mot de passe, là, si je vais mettre le commentaire. Permettre de mettre un mot de passe. Un mot de passe. Donc, on a password input ID. Et vous mettez le input. Ici, voilà, input, c'est mot de passe. Donc, ici, il va mettre le mot de passe. Et voilà, password de label, value, valeur par défaut, label. Ici, le label. Label, on veut dire mot de passe. C'est ici votre mot de passe. C'est ici. Souvent, on profite de ces labels pour mettre des indications. C'est ici, par exemple, le mot de passe. C'est ici le mot de passe. Et c'est le mot de passe. Voilà. Ça, j'ai mis le mot de passe. Qu'est-ce qu'il faut mettre? On peut également ajouter un bouton. Donc, pour mettre un bouton, le bouton, ça se fait par action. Vous mettez action bouton. Voilà. Action bouton. Et là, ici, vous donnez l'identifiant. Toujours l'identifiant. Donc, ici, je mets bouton. Bon, c'est un ID, bouton. Et label. Je lui dis OK. Cliquez. Oh bien, voilà. Cliquez comme ça. Je mets cliquer. Donc, ça, c'est le label. Il y a aussi icône. Il y a un paramètre icône. Si vous voulez afficher une image, mettre une image, à ce moment, il faut mettre icône et ici le champ. Ça, c'est action. Si vous voulez mettre un lien, on va mettre ça dans ce bouton-là. Ici, dans cette option. Bon, ici, j'ai mis un mot de passe ici. Ici, je lui dis mettre un bouton.
Et derrière, dans le serveur, vous allez dire que quand l'utilisateur va cliquer ici, faites ça. Là, on va vous dire un output, là, bouton. Quand l'utilisateur va cliquer là-bas, faites-moi ça. Là, ici, on revient dans le, dans le quatrième menu. Donc, ici, c'est quoi? Donc, ici, je vais mettre un lien. Mettre un lien. Pour mettre un lien, ça se fait par action link. Dans l'output action link. Vous voyez? Action link. Et vous mettez dans le output l'identifiant de mon input. Donc, je mets ici lien. Voilà. Si je mets action link, label, c'est quoi le label? Pour indiquer. Vous pouvez ne pas mettre un label, hein. C'est pas forcé. Mais bon, il faut mettre quand même pour indiquer. Label, je vais mettre ici le lien. Le lien, voilà. Vous mettez votre label, action link, ainsi de suite. On a fait action link, on a fait ça, on peut mettre quoi encore? Il y a les checkbox. Souvent, vous avez remarqué, il y a des choix, on clique. Donc ici, il y a deux types de checkbox. Donc ici, on va mettre des checkbox. Je ne sais pas comment je vais mettre en français. Bon. Bouton à choix multiple, peut-être. Bouton à choix multiple. Pour mettre les boutons à choix multiple, ça se fait par checkbox. Voilà. Checkbox group input. Il y a checkbox input, il y a checkbox group input. Checkbox group input, c'est comme son nom le dit, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choix. C'est par niveau. Choix 1, choix 2, choix 3, et ainsi de suite. Et à ce moment, l'utilisateur peut choisir plusieurs, comme ce qu'on a fait en select input et multiple égale à true. Donc là-bas, l'utilisateur, dans ces champs, l'utilisateur peut choisir plusieurs valeurs. Dans le checkbox input, on aura la possibilité de saisir, de cocher plusieurs champs. Simplement. Donc ici, on fait encore l'input ID. L'input ID, je mets, on avait déjà mis choix, donc je mets choix multiple. Et je mets le label. Label, je vais lui dire, OK, label, bon, choix multiple, bouton choix multiple. Bon. Bouton à choix multiple. Bouton à choix multiple et vous mettez choice, les différents choix qui sont là. Donc ici, on a les différents choix. Donc ici, choice. Et ici, c'est des variables qu'il fallait cocher. Donc, je disais également, vous mettez name, c'est le nom de ces variables et vous mettez l'objet. Ça, on aura l'occasion la deuxième séance de manipuler les bases. Donc ici, nous, on va mettre juste un choix comme ça. Donc ici, qu'est-ce que je mets? Je mets choix 1. Virgule, je mets choix 2. Voilà, ainsi de suite. Donc, on a l'input ID, on a fait. Si vous voulez mettre l'autre choix simple, ça c'est checks. OK. Donc là, vous faites ça encore. Si vous voulez mettre l'autre choix où on ne peut pas cocher plusieurs modalités, donc c'est checkbox input. Donc ici, je vais commenter ici. Donc ici, bouton à choix unique. Bouton à choix unique. Donc ici encore, les ID. Input ID, je mets choix unique. Le label. Label, je mets bouton à choix unique. Et là, j'ai le bouton à choix unique. Et les choix, c'est quoi et quoi? Choice. Donc, ça se fait par le paramètre choice. Input, bouton à choix multiple. Donc, choice égale. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Input ID, voilà. Choice égale, j'ai fait C. Choix 1. Et je remets choix 2. Voilà. Donc, on a fait les checkbox, les différents types de checkbox. On a fait le lien, link.
On a fait également bouton, on a fait la date, on a fait, voilà, ici, on peut faire un bouton pour choisir les fichiers. Même si vous voulez donner la possibilité à l'utilisateur d'aller choisir des fichiers, qu'est-ce qu'il fait? Donc ici, c'est File Choose. Mais il y a un package qui a été développé exactement pour manipuler les fichiers. Dans notre deuxième application, on ne va pas utiliser ce choix-là. On va pas utiliser ce choix que je vais indiquer ici. On va tout simplement indiquer le paquet. Le paquet, c'est Shiny File Input. Je pense. Shiny File. Le paquet, c'est Shiny Files. À l'intérieur, les gars, il a bien développé ce paquet-là. Mais bon, n'empêche qu'à Shiny, tout dérive de Shiny. Hein. Paquet qu'ils ont développé. Il y en a plusieurs. Mais nous, Parfait. d'accord. Donc, on a fait ces boutons. Il reste encore, j'avais oublié un autre bouton, les radio boutons. Donc, ici, bon, j'ai oublié de partager l'écran. Je partage. On peut également, bouton à choix unique, c'est bon. On peut ajouter ici le radio bouton. Radio bouton, donc ça se fait par radio. Voilà, radio bouton, input ID. L'input ID, donc ici, on peut mettre radio comme identifiant. Radio bouton, label. Le label ici, radio, donc on peut mettre radio bouton. Bon, c'est juste, bon, on peut mettre choix, hein, c'est juste des trucs, choix. Ça, c'est bon. On a fait ça. Bon, de manière générale, c'est ce qu'on utilise. Bon, je peux utiliser, je vais mettre un autre tab set. Ici, un autre tab panel pour mettre, par exemple, si on veut mettre quelques textes, par exemple, tab panel. Tab panel. Voilà. Bon, l'ID, là, je vais mettre ID. ID tab 5. Voilà. Ici, le contenu. Je peux mettre, par exemple, là, si on veut afficher du texte et on veut, bon, afficher du texte. Avec des formats. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, premièrement, je vais mettre, par exemple, si on veut mettre italique, bon, en rouge. Si on veut mettre en rouge, le texte en rouge. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut mettre un P. En parenthèse, le rouge se fait par code. Code, ouais, secondaire, code. Donc, P, on a code, et après, bon, on met le texte qui est à l'intérieur, je crois, code, donc texte en rouge. Texte en rouge. Donc, ici, ça, c'est dans P. Je peux ajouter également en italique. En italique, donc, qu'est-ce que je mets? Ça peut être P. Je pense italique, c'est M. Si je ne me trompe pas, italique, c'est M. Et M, je crois M. Et on met le texte. Texte en italique. Il y a également, si on veut mettre en gras, comme j'avais dit, on peut également associer du HTML à ça. Hein. On peut définir les textes qu'on va afficher. On peut faire un fichier CSS quelque part. Et on lit le fichier CSS à notre application Shiny. Donc ici, pour mettre ça en gras, ça se fait avec, on met le P en parenthèse, strong. Je pense que c'est strong. Voilà, c'est la strong. Et on met le texte. Texte en gras. Texte en gras. Rouge, italique, gras. On peut mettre du HTML. Même si on veut faire, par exemple, mettre un texte dans lequel on va cliquer, il y a un lien. Donc, ici, il y a, en HTML, il y a href. Mais ici,
Ça fonctionne avec A. Ici, A, à l'intérieur, on met href, je crois, href égale, on met là comme ça. Bon, je ne vais pas mettre de texte ici. Et on met maintenant le lien. Ça c'est le label, ça c'est l'identifiant. Ça, c'est le label, le lien vert. Voilà, là où on veut aller. Donc, je pense que ça marche avec href. On a fait le code href. On peut mettre plein de trucs. Donc ici, on va essayer d'exécuter cette ligne-là. Voir ce que ça donne. S'il n'y a pas d'erreur, choice, alternative, j'ai fait une erreur quelque part, normalize, choice. Off. Je regarde d'abord, il n'y a pas d'erreur. Où ça ici? Choice, ça doit être là, radio bouton. Dans radio bouton, je pense, dans radio bouton, value. Je pense que value. Value égale champ. Je vois champ. Ça, label choix unique. Voir l'erreur, c'est à quel niveau? OK. Je viens de mettre les paramètres de radio bouton. Là, ici, on va parcourir un peu ce qu'on a mis. Je repartage l'écran là. Ici, voilà, tout ce qu'on a mis. Premièrement, c'est ici. Permet à l'utilisateur de saisir des valeurs numériques. Voici ça, son contenu. Quand on vient ici, vous voyez ce qu'on a fait ici, choix multiple. Voici choix 1, choix 2. Ici, l'utilisateur peut faire plusieurs choix. Ici, l'utilisateur fait uniquement un seul choix. C'est normal, rien ne s'affiche, rien ne fait parce qu'on n'a pas lié ça au serveur. Et ici, ce que je disais, valeur en intervalle. Vous voyez, c'était de 5 à 20. J'avais mis la valeur par défaut 7. Donc, il va faire l'intervalle de là à là. Et ici, vous pouvez saisir ici. Ici, il y a aussi un autre paramètre que Shiny a fait au niveau de le paquet Shiny Dashboard. C'est-à-dire qu'ici, la valeur en intervalle, on peut couper. On peut couper. C'est-à-dire que le minimum ici, on peut le déplacer pour avoir, c'est-à-dire qu'on a ici de 9 à 11. Mais Shiny simple n'offre pas cette politique. Vous voyez la date. Donc, par défaut, date à saisir. J'avais dit que par défaut, c'est en anglais. Aujourd'hui, c'est le 13 février. Donc, vous choisissez votre date là. Le mot de passe, vous voyez, c'est ici. C'est un champ mot de passe. L'utilisateur peut choisir tout ce qu'il veut. Et cliquer, ça, c'est un bouton. Cliquer, rien ne se passe, c'est normal parce que dans le serveur, on n'a pas dit, on n'a pas fait d'action là-bas. Donc, ici, serveur, il n'y a rien. C'est comme ça. Et le lien, voici le lien ici. Je n'ai pas mis de lien, mais c'est juste un lien ici. On peut mettre un lien pour cliquer. Vous voyez, c'est différent lorsque j'affiche les autres. Ici, c'est un lien. Mais si j'avais mis le lien, on clique, on passe sur le lien. Bouton à choix multiple, vous voyez, on peut faire ça. Bouton, on peut cocher. Ici, bouton à choix unique, c'est un seul bouton. Il vient là, ici, on décoche, ici de suite. Ici, vous voyez, texte en rouge, texte en italique, texte en gras, lien vert. Je n'ai pas mis le lien. Bon, par défaut, ça c'est pour aller dans les trucs. Donc, quand on clique là, il va revenir au niveau de. Je n'ai pas indiqué, donc ici, par défaut, il va revenir ici. Donc ici, si je voulais, quand je suis dans ID4, quand je finis, je viens ici, donc il faut de mettre ça, il va ouvrir. Je peux mettre un lien ici pour lui dire que quand je finis ici, clique, vois-moi dans ID4, ici de suite. Donc, de manière très simple, vous voyez comment Shiny fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de compétences en HTML, en CSS, tout ça pour pouvoir faire votre application pour les différents trucs. Mais je ne sais pas si vous avez des questions pour qu'on déroule ensemble. L'idée aujourd'hui, c'était de savoir comment Shiny fonctionne, on part d'où à où, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut organiser, et ainsi de suite. Je reviendrai sur l'organisation, j'attends un peu les questions, je reviendrai sur l'organisation. Voici, on veut vraiment faire une bonne application, comment structurer votre code. Donc, j'attends vos réactions. Je reviens sur le code.
Ici, je pense que je vais courir le radio bouton, input radio label, égale choix, radio bouton, choice. J'attends vos questions. Vous avez tout compris. Je pense qu'il y a quelque chose dans le chat. Dans le chat, oui. Ok, c'est pas une question en réalité. Je fais que suivre d'abord pour appliquer le script après. D'accord. Oui, c'est vrai que Shiny est un peu différent des autres voilà, scripts de R qu'on a l'habitude de voir. Voilà, mais bon, on a tous vu le démon sur la finalité qui est de créer une application web interactive, voilà, qui va nous permettre d'interagir avec des, voilà, des données derrière. OK. Je pense que l'essentiel est là. On a déjà parcouru comment lier les deux. Voilà, moi j'ai juste une question. Oui. Est-ce qu'on a la possibilité de, parce que je vois que le squelette est constitué de disons, trois parties. Maintenant, est-ce qu'on a la possibilité de mettre ça dans trois fichiers différents? Tout à fait. Je reviendrai sur, quand tu attendais la question et puis je reviendrai sur comment bien organiser ça. D'accord, d'accord. Je réponds en même temps à la question. Donc, pour organiser ça, pour faire une très bonne application, c'est mieux d'organiser ça en trois fichiers. Minimum, bon, pas minimum trois fichiers. Il y en a plusieurs. Je partagerai peut-être la structure du paquet STM pour voir comment on avait structuré les fonctions. On peut faire ça en plusieurs fichiers. Donc, moi, avec ça, je vais faire ça juste en trois. La partie UI dans un fichier, la partie serveur dans un fichier et la partie application en un seul fichier. Donc, comment faire ça ici? Il suffit tout simplement de venir. C'est-à-dire que vous ouvrez un fichier et là, ce fichier-là, vous venez, vous copiez la partie UI. Donc, pour copier ça, bon, j'ai déjà fait ça, donc je copie comme ça. Vous mettez la partie UI ici. Bon, c'est mieux également de mettre Shiny UI là. Shiny UI. Je pense que c'est comme ça. Et vous revenez, vous fermez ici. Ça, on a le fichier. Et là, il faut l'appeler UI. Ce fichier, il faut l'appeler UI. On aura UI.R. La partie serveur, je coupe ça également. La partie serveur, je coupe ça. Bon, je copie. Donc, je viens ici, j'ouvre un fichier. Je fais ça. C'est également plus bon de mettre Shiny. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié encore le UI. Non, non. C'est le serveur, je dois copier. Dans le serveur est là. OK. Voilà. Je prends le serveur. Je viens, je le mets là, dans le fichier serveur. Donc ici, dans le fichier serveur, on peut également mettre Shiny serveur. Comme ça, Shiny UI, Shiny serveur. Et là,
on a le serveur, on enregistre, on a un fichier serveur. Et on fait l'application, un fichier qu'on va appeler app. Et là, dans ce fichier app, je copie là. Je viens là-bas et je le mets. Et j'enregistre ça app.r. Vous voyez? Donc, si j'arrête l'interface, je fais ça, je structure, je lance. Vous voyez? À partir du... Un euro que je n'ai pas bien tracé le truc. Est-ce que le library est chargé quelque part? Ouais, tout à fait. Tu dois charger les library Ouais, partout. j'ai oublié de les charger, tout à fait. Et ici, il faut mettre le library, tout à fait. Library Shiny. Voilà. On fait ça. On revient dans le app, on lance. Il y a encore une erreur, la Shiny. Tu viens. Il faut le charger ici pour voir parce que je pense que la fonction que tu appelles là-bas est dans Shiny, quoi, dans le script app. Je suis en train de voir la fonction Shiny UI. Ça, OK, la librairie là, serveur. Je lance librairie. Ouais. Impossible de trouver la fonction Shiny UI, Shiny UI. Warning error in Shiny. Impossible de trouver la fonction Shiny UI. L'autre chose aussi, est-ce qu'ils sont tous dans le même directory? Allô? Oui, allô, oui. Ah non, sorry, c'est un appel. Ah, OK. Librairie, je regarde là. Shiny, normalement. OK, Shiny UI. Là. Là, ici c'est Shiny. Je regarde comment il est là. Shiny UI. Il y a toujours l'erreur. Oh oui. Hop, je relance. OK, c'est bon. C'est bon. J'avais ici, le UI, j'avais mes grands S là. Donc ici, je repartage l'écran. Ouais. À partir de, c'est-à-dire qu'on a divisé ça en 3 fichiers, la partie UI à part, la partie serveur à part et la partie globale ou app à part. Et donc, à part de cette partie-là, de ces fichiers, on peut lancer notre application. On peut même ajouter d'autres dossiers dans lesquels on peut mettre le, comment on appelle le On peut CSS. faire un exemple de render table avec peut-être les données préétablies sur R comme empty car ou bien. OK, les données.
Je pense Ok, que dans les exemples, il y avait DT, render data table, quelque chose comme ça. ok, d'accord. Donc, on peut faire un exemple. Ouais, avec la base mtcar ou bien les Ok, bases de R, quoi, pour ne la base pas est donc ici, importer de fichiers. ok. Donc, je vais lui dire que je lui dis le numéro, même si on peut faire, j'affiche là, j'affiche par exemple ici. Ici, render data table, on peut faire un render data table ici. Data table, data table, output. Ici, je mets data. Et dans le serveur, ça c'est le UI que j'ai mis. Donc dans le serveur, je lui dis $. Voilà, data est là. Je lui dis, c'est un render data table. Render data table. Donc render data table, qu'est-ce que je vais lui dire? Je peux lui dire, je peux lier ça avec head. Voilà. Head ici, base, bon, c'est mtcar. mtcar. Et je mets le input. On peut mettre un input. L'input que l'utilisateur va choisir, qu'il va afficher une base. Dans le input, dans le UI, on a un input, on avait mis là. Voilà, l'identifiant ici, ID. Là, je lui dis que le numéro qui est choisi là-bas, donc voilà, il fait ça. On peut revenir dans notre app, on lance. Vous voyez, j'agrandis un peu le truc. Je repartage l'écran, la partie là. Et là, vous voyez l'écran, je diminue cette partie-là. Et on a la base. Ça, on a affiché juste une base. La base MTK. Maintenant, j'ai affiché le nombre de lignes que l'utilisateur a mis ici. 10 lignes. Donc, si je fais 8 lignes, il va afficher les 8 premières lignes. Il fait 3. Là, il va afficher les 3 premières lignes de cette base. Donc, la liaison, c'est ce qu'on a fait, la liaison, le data table output est dans le serveur maintenant, le render table. Et vous pouvez améliorer cet affichage-là. Et ici, on voit, bon, c'est 3 seulement. Donc, ça, c'est les choix pour voir le nombre de lignes affichées. Si vous voulez chercher ici en même temps, si je veux afficher uniquement mass data, voilà. Oui. C'est-à-dire qu'ici, ça permet de faire la recherche en même temps, rechercher les lignes qui correspondent à ça. Oui. Mass data W, c'est seulement cette ligne. Parfait, c'est très intéressant. Donc moi, par curiosité, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait avec Shiny, est-ce que pour afficher un raster, comme dans le SDM app, oui, c'est un render plot ou bien il y a un special render pour les rasters? Pour afficher un raster, c'est comme c'est le plot. C'est le plot. C'est le plot, c'est le render plot. Ah, d'accord, parfait. Voilà. Par contre, si vous voulez afficher une image leaflet, chaque fois j'ai des propres pour prononcer. Donc, ça c'est render leaflet. À ce moment, il faut installer également le paquet leaflet. Ok, ok. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'était vraiment bon, une initiation, juste, voilà, voir les différents inputs qu'il faut. Et maintenant, on peut choisir maintenant l'application et à partir de là, comment il faut bien structurer le code pour pouvoir
en fait une très bonne application. Oui, c'est vraiment intéressant et merci beaucoup pour le partage. Voilà, c'est très généreux de ta part hein, parce que c'est gratuit, on ne te paye pas. Voilà, et tu t'es porté volontaire pour nous donner cette formation. Voilà, moi, personnellement, je n'ai jamais pratiqué Shiny de façon intensif, quoi, parce que je ne l'ai jamais utilisé dans le cadre de mon travail. Bien vrai que je vois des gens développer des applications et les déployer et que les gens utilisent ça, je pense que Doumbia en connaît quelque chose. Donc, quand Oui, on a effectivement. cette capacité-là, je pense que ce serait bien parce qu'on sera capable quand même de développer des applications data que les gens peuvent utiliser de façon facile. Et comme Aboubakar l'a dit, il y a beaucoup de fonctionnalités de Shiny et ça, c'est juste une initiation. Je pense que quand vous allez sur Google et que vous tapez Shiny PDF, voilà le document du package, vous allez voir toutes les commandes qu'on peut faire, voilà, les fonctions de Shiny. Et comme exercice quand même, moi, je vais le faire personnellement, essayer de parcourir ces fonctionnalités et de les implémenter en guise d'exemple, comme Emma vient de le faire. Et si on est maintenant familier avec ces exemples-là, on peut penser à des applications pratiques qu'on pourra implémenter, comme la problématique de notre ami, je pense, hydrologue ou bien Oui, environnementaliste. Donc, tout ça, c'est des choses qui aident dans la productivité quand on maîtrise ces genres d'outils. Voilà, si les autres ont des contributions, des suggestions, voilà, vous pouvez contribuer avant qu'on clôture cette session d'aujourd'hui. Oui, moi, j'avais juste une petite question à propos du déploiement de l'application. Oui, Oui, par exemple, si on fait un travail qui a oui, été bon, bien fait, qu'on veut partager à ses collègues, il y a oui. un lien qu'on leur partage ou bien ça se passe comment? Ok. Bon, vous anticipez, mais je vais répondre en même temps à cette question. Ok. Il y a la plateforme shiny.io. Donc, pour que vous puissiez déployer votre application avec vos amis ou vos collègues dans le territoire, il faut avoir un compte shiny.io. Shiny.io, il y a deux types de comptes. Il y a des comptes qui sont payants, d'autres gratuits. Bon, la différence entre les deux, c'est que bon, quand vous payez, la capacité de votre application, ça augmente. Vous prenez une application, beaucoup de fichiers. Et donc, moi, j'utilise un compte qui est gratuit. Donc, vous déployez là avec le package RS Connect. Avec ces packages-là, vous pouvez déployer votre application. Ou, si vous avez le compte, vous voyez ici, Publish. Vous voyez ce lien-là, Publish. Oui, effectivement, je vois. Voilà, quand vous cliquez sur Publish, vous voyez moi mes comptes. Ça, c'est Epsilon Project. J'avais fait un projet pour Epsilon. J'ai déjà un compte Epsilon Project. J'ai également un compte. Tout ça sont mes comptes shiny.io. Vous voyez? Ouais. Voilà, des applications que j'ai eu à développer, j'ai déployé. Donc, par défaut, quand vous déployez, il part directement dans votre compte et vous choisissez votre compte ici et vous envoyez votre application à l'intérieur. D'accord. Vous voyez? Mais bon, aujourd'hui, D'accord. c'était une session. L'autre séance, là, on fera l'application et on va déployer l'application pour terminer. D'accord, merci. D'accord, parfait. Donc, juste pour anticiper, hein, par curiosité, est-ce Oui. que quand on va déployer, il nous alloue, disons, un espace prédéfini, quoi. Par exemple, on te donne 16 gigas ou quelque chose comme ça, et quand c'est plein, voilà, quoi, ou bien. L'espace, comme j'ai dit, c'est la différence entre les deux comptes, c'est le compte qui est gratuit, ce compte-là a moins de capacité. L'espace maximal, c'est large. Large, je pense que c'est, si j'ai bonne mémoire, c'est que c'est pas trop volumineux, c'est pas trop quand même élevé comme ça. Et donc, vous déployez votre application là-bas avec, mais si la taille de l'application dépasse la taille qui est prédéfinie là-bas, vous ne pouvez pas déployer. D'accord, c'est clair. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Ah oui, ça va très bien, merci. Vraiment, merci pour cette présentation qui est très riche. En fait, j'allais demander, c'est-à-dire ça, c'est vraiment une initiation. Si on pouvait avoir un autre cours où on va un peu pratiquer, c'est-à-dire on va prendre un exemple où on va essayer de développer peut-être un tableau de bord simple, pas compliqué, pour que les gens puissent un peu
s'initier à, en fait, le développer, le déployer sur, le publier sur le serveur de Shiny et voir toutes les étapes. Je crois que ça va permettre aux uns aux autres de mieux maîtriser cet outil-là. Oui. Oui, bon, tout à fait. L'idée, ça nécessite vraiment un deuxième cours ou un troisième, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas si vous aurez le temps, la patience de nous, c'est-à-dire de nous former jusqu'à ce qu'on puisse s'envoler avec nos propres ailes, quoi. Il n'y a pas de souci. Oui. J'avais un parlé à M. Niang. Shiny est tellement vaste, donc on va diriger ça en minimum 2, si le temps nous permet, 3. Aujourd'hui, c'était de faire la liaison entre le UI et le serveur. C'était l'idée vraiment ça. Et voir les différentes composantes qui existent déjà. Comment les lier. L'objectif d'aujourd'hui, c'était uniquement ça. Maintenant, le samedi prochain, on va prendre une application et réaliser les tableaux de bord avec une base. On réalise les tableaux de bord, on sélectionne les variables, on coche tout, réaliser le tableau de bord avec ça. Donc, l'idée, essayer voilà, on va envoyer le code, essayer de familiariser, comme les liens que j'ai eu à faire, voilà, data table output, c'est render table, voir les liens, il faut connaître ça. Dans le UI, qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas, dans le render, qu'est-ce qu'il faut, son correspondant, ainsi de suite. Donc, une fois qu'on maîtrise ça, le reste, c'est tout simplement une question de dessin. Vous dessinez votre application sur papier et rapidement, vous faites ça avec Shiny. Ok, merci. Parfait. Donc, il y a une question. Est-ce qu'on peut exporter l'application créée avec R dans un fichier HTML, par exemple? Exporter l'application créée par un fichier HTML. Je pense que ça, ce sera plus du Markdown. Parce que Shiny, par la philosophie, c'est que c'est interactif, quoi. Tout à fait. Ou bien, donc si c'est des codes R avec des commentaires, des graphiques qu'on veut exporter sous format HTML, je pense que ça, on peut faire avec Markdown, mais on n'a pas encore fait une session sur R Markdown. Tout à fait, on n'a pas encore fait une session. Oui, donc voilà, donc c'est une session peut-être qui va venir. Donc peut-être il nous reste 5 minutes, donc on va essayer de se limiter à ces 5 minutes pour ne pas revenir. Donc, comme vous l'avez noté, depuis le début, dans nos affiches, on met toujours initiation ou bien niveau débutant. Donc, cela veut dire, dans le moyen terme, là, on prévoit de faire des niveaux intermédiaires, ensuite niveau avancé. C'est ça la philosophie, quoi. On pourrait venir directement faire des choses avancées telles que les machine learning, voilà, quoi. Mais il faut pas sauter les étapes. Donc, c'est pourquoi on va grandir ensemble, pas à pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on finit cette session sur Shiny, peut-être on va observer une pause parce qu'en tant que formateur aussi, on a besoin de repenser les choses, voilà, de prendre en compte les suggestions, peut-être de revenir avec des exercices de type projet. Et ça nécessite une préparation, quoi. Voilà, donc on va essayer de réfléchir sur tout ça, comment venir avec des exemples de case study, comme on le dit. Pour Shiny, ce que Doumbia a dit tout à l'heure, on peut trouver un case study. Voilà, et on va donner ça aux gens intéressés. Ils vont essayer de développer ça. Peut-être dans un mois, après, on va organiser un webinaire maintenant pour la correction. On peut faire la même chose avec dplyr, la même chose avec la cartographie, avec R, etc. Donc, peut-être c'est des options qui peuvent venir voilà, avec le temps. Mais ça va venir. Un peu de patience et voilà, on va apprendre beaucoup de choses ensemble. Ok, donc voilà, merci beaucoup à Aboubakar encore une fois et merci aussi à vous les participants. Après, on va mettre le code sur GitHub et la vidéo sur notre chaîne YouTube pour ceux qui ont raté peut-être. Voilà, vous aurez le temps de reprendre ce qu'on a déjà fait. Et on se donne rendez-vous voilà, dans les jours à venir. Merci beaucoup. Merci à Aboubakar. Donc, quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Merci à vous tous. Ok, merci. Donc, on se dit au revoir. Au revoir. Excellent week-end. Merci. Ok, merci.